C'est vrai que la RH quand même souffre de mauvaise réputation. On a toujours été bâchés dans les entreprises quand il n'y a pas d'augmentation. Les managers qui disent c'est la décision de la RH. C'est la fonction RH, t'y vas quand ça va bien et t'y vas quand ça va pas. Je pense qu'il y a quand même une lacune d'un point de vue RH, c'est qu'on ne sait pas forcément vendre ce qu'on fait. La RH, elle est quand même là en principe pour aussi accompagner. Même quand tu as de la sanction, en principe, tu as un accompagnement qui doit être mis en place. Comment tu définis l'expérience collaborateur ? Donc l'expérience collaborateur, c'est les perceptions et les émotions des collaborateurs tout au long de leur parcours. Quand tu arrives en entreprise, tu vois, c'est froid, t'es dans les bureaux, c'est gris, tu vois, alors que ça devrait être tellement coloré. Pour servir et délivrer une expérience client au top, il faut que le collaborateur lui-même vive une bonne expérience en interne. On représente aussi quand même une entreprise. Moi, je fais partie des vieilles connes qui disent LinkedIn, c'est pas Facebook. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de People Place. Aujourd'hui, on reçoit Séverine Loureiro, DG du LabRH. Bonjour Séverine. Bonjour Maud. Comment ça va ? Très bien. Tu es conférencière, autrice et comme je l'ai dit, donc DG du LabRH qui a fêté donc ses 10 ans là, le mois dernier. Ouais. Un de tes sujets de prédilection, c'est l'expérience collaborateur. Ouais. Et c'est le sujet qui va nous animer aujourd'hui. Mais avant, tu m'as juste avoué, là, il y a quelques secondes, que tu n'as jamais voulu être DRH. Ouais. Dis-moi pourquoi, ça attise ma curiosité. Ouais, c'était assez rapidement. Moi, j'ai été sur des missions un peu conflictuelles en termes de réseau de relations sociales. Ouais. J'étais sur des fermetures de sites et des plans sociaux. Et ça m'a jamais trop intéressée d'être dans cette dynamique de jeu d'acteurs, de négo avec les relations sociales. Il y en a qui aiment beaucoup ça et qui le font très bien. Et en fait, c'est pour toute la partie relations sociales que j'ai jamais eu envie de faire DRH. Donc, j'avais 24 ans, j'étais au milieu de ce truc. Et je me suis dit, non mais ça, moi j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de jouer à ce jeu de dupe, où parfois il y a vraiment un jeu de dupe en fait dans les négos. Et donc je me suis dit, non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc j'ai jamais vraiment visé le poste de DRH. Ouais. Et ça a été plutôt une bonne chose parce que plutôt que d'avoir une ascension verticale dans les entreprises ou les groupes dans lesquels j'ai été, j'ai plutôt moi cherché l'horizontalité et donc j'ai diversifié mes expériences et mes expertises et ça me fait un beau parcours aujourd'hui en tout cas dont moi je suis fière et c'est le principal en vrai. Et c'est le principal, sachant que toi, en plus, tu as commencé donc, tes études en psychologie. Ouais. Comment t'es arrivée alors finalement dans les RH ? Ouais, moi je suis psychologue du travail. Ouais. J'ai fait psycho pour être psychologue clinicienne, donc avoir un cabinet, etc. Et puis en psycho, on a un parcours commun, quelle que soit la spécialité que tu vas choisir ensuite de plus de 3 ans. Et donc pendant 3 ans, je faisais psycho pour être psychologue clinicienne. Et puis c'était ton objectif, ton rêve, ce que comment tu t'imaginais ? Ok. Ouais. Et puis, on avait des options qu'on pouvait déclencher pour un peu, justement, voir les autres matières de la psycho, parce qu'il y en a beaucoup. Psychologie de l'enfant, du développement, l'ergonomie. Enfin, on pouvait se réorienter dans la psycho, choisir sa spécialité. Et donc, on avait psycho du travail et des organisations. Et c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Donc, je me suis dit, tiens, je vais voir ce que c'est pendant un semestre. Et en fait, j'ai vraiment adoré. Ce qui m'a plu, c'est que c'était de la psycho appliquée à des situations de travail, donc des environnements, alors que la psychoclinique, tu es en train d'être sur de la pathologie. Tu vois, tu t'adresses à tu travailles avec des gens qui ont des pathologies, alors plus ou moins lourdes. Et donc, tu vois, on est plutôt de l'ordre de l'exceptionnel. Alors que sur la psycho du quotidien, dans le travail, bon, c'est tout le monde, c'est la façon dont les gens vont interagir entre eux, qu'est-ce qui les motive, comment ils s'adaptent à leur environnement, quelles compétences ils déploient pour s'adapter à cet environnement. Et donc, j'aimais bien ce côté un peu du quotidien. Ok. Plutôt que le truc un peu exceptionnel de la patho, tu vois. Et donc, tu étais psychologue du travail en entreprise ou tu travaillais dans un cabinet ? Ok, ouais. Tu peux faire les deux. Moi, j'ai des copains de promo qui ont monté des cabinets. Okay. J'ai des copains de promo qui ont monté des boîtes. David Bernard était avec moi à la fac, donc il a monté Assessors. Voilà. Okay. J'ai des copains de promo qui sont devenus psychologues du travail dans des entreprises où ils reçoivent des salariés en souffrance. Ça existe aussi. Et moi, ce qui m'a passionné tout de suite, c'est le recrutement. Voilà. Donc moi je suis entrée dans une entreprise au début pour faire du recrutement et ensuite donc comme je te l'ai évoqué au tout début des plans sociaux et je suis revenue au recrutement où j'ai fait plusieurs années où je connais bien le recrutement et après j'ai évolué sur d'autres fonctions. Ok, bah écoute, super introduction en tout cas pour introduire le sujet. Et donc, c'est vrai que donc, l'expérience collaborateur, c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Et avant d'aller dans le vif du sujet, je voulais un peu comprendre aussi, toi, aujourd'hui, ta perception des RH niveau collaborateur. Donc, on va prendre vraiment l'angle des salariés, sachant que c'est vrai que la
RH quand même souffre de mauvaise réputation. Là, on le voit aussi de plus en plus là, de créateurs aussi de contenu sur Instagram. J'ai vu plusieurs shorts qui accusent assez difficilement la RH de pas bien faire son travail, etc., etc. Toi, quel est ton avis sur le sujet? Alors, en réalité, on a toujours été bâchés Mm. par les collaborateurs. La différence, c'est qu'ils avaient peut-être moins les moyens de le faire savoir à l'extérieur, comme l'offrent aujourd'hui les réseaux sociaux. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a une audience qui est démultipliée, Mm. mais on a toujours entendu les salariés avoir un jugement assez sévère sur les RH. Alors, moi, ce que je pense que c'est dû, à la matière, c'est-à-dire que la RH prend des décisions qui parfois sont positives ou négatives pour les collaborateurs, un peu sanctionnées notamment. Mm. Et il y a aussi tu vois, des points qu'on entend beaucoup dans les entreprises, quand il n'y a pas d'augmentation, des choses comme ça, les managers Ouais. qui disent c'est la décision de la C'est la RH. faute des RH. Voilà, Ouais. donc voilà. Mais ça, c'est pas nouveau, hein, Ouais. ça a toujours été. Et après, je pense qu'il y a quand même une lacune d'un point de vue RH, c'est qu'on ne sait pas forcément vendre ce qu'on fait. On a toujours cette étiquette donc de réglementaire et de sanctionneur, tu vois, et en fait, on n'a pas l'étiquette forcément, on ne sait pas forcément vendre l'autre partie du job qui est comment est-ce qu'on fait en sorte que le collaborateur se sente bien dans sa boîte au quotidien, etc. Et donc ça, je pense qu'on devrait en RH faire preuve de plus de sens marketing pour vendre notre action. J'adore. Voilà, vendre notre offre pour aussi un peu occuper le terrain par rapport à d'autres sons de cloche qui sont des sons de cloche réels pour le coup. Enfin, la partie réglementaire, on l'aura toujours. Partie du job. Moi, je dis toujours, tu vois, que la fonction RH, c'est un peu une fonction schizophrène en entreprise. Ouais. T'y vas quand ça va bien et t'y vas quand ça va pas, pour essayer un petit peu d'arrêter de se faire un peu bâcher et qu'on arrête de nous voir comme ça, comme ça, pardon. Ouais. Quelles seraient pour toi les solutions? Est-ce que, par exemple, de mettre la partie, on va dire, plus réglementaire devrait aller finalement dans le juridique pour voilà, bien délimiter, on va dire, les sujets des uns et des autres et qu'on arrête aussi de nous voir comme un peu le père ou la mère fouettard, quoi. Non, moi, alors je sais que ça traîne comme proposition. Je suis pas tout à fait d'accord avec celle-ci parce qu'on est sur une partie réglementaire mais qui concerne des gens. Donc je pense que ça doit rester à la RH. Si on veut garder aussi un côté empathie, je dis pas que dans la fonction juridique on n'est pas forcément dans l'empathie, mais c'est moins le job que de l'être dans les RH, dont notre matière c'est quand même l'humain. Donc de garder le réglementaire, mais tout en sachant le faire, en gardant cette part d'empathie et d'humain, je pense que ça doit être le rôle de la RH. Après, je pense qu'elle doit mieux expliquer comment elle le fait, Mieux être formée, être dans l'exemplarité aussi, et pas forcément, il y a aussi une dichotomie parfois où les RH n'ont pas envie de faire ou d'appliquer des choses, mais elles répondent à une demande de leur hiérarchie. Elles ne sont pas forcément décisionnaires. Voilà, elles ne sont pas forcément décisionnaires. Donc ça, il y a peut-être aussi de la pédagogie à faire ou de la pédagogie aussi à faire auprès de sa propre hiérarchie, du fait de démontrer que le risque a un côté réglementaire trop appuyé et trop présent par rapport à l'avantage que pourrait avoir le fait de mieux équilibrer cette partie-là avec la partie quand ça va bien, comme tu disais. Oui. Y a plus d'avantages à rééquilibrer que de risques à pas le faire, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie. Mais se dire l'orga, c'est la solution, c'est-à-dire on divise, t'auras quand même t'auras le juridique qui appliquera du réglementaire, peut-être d'une façon un peu plus robotique, enfin plus juridique, quoi, c'est-à-dire clinique. On applique un texte. Quand la RH, elle est quand même là en principe pour aussi accompagner. Tu vois, même quand tu as de la sanction, en principe, tu as un accompagnement qui doit être mis en place par la RH, tu vois, de comment on peut faire pour t'as fait une faute, comment on peut faire pour qu'elle se reproduise plus, etc. Et ça, tu vas pas l'avoir côté juridique. Donc c'est finalement la façon de le faire, d'être mieux formé, à avoir potentiellement des discussions difficiles et d'accompagnement, sachant que souvent la RH est en situation assez passive. Parfois, en effet, on subit une décision et parfois on n'est même pas d'accord avec celle-ci. Et c'est ça aussi, des fois, ça crée à l'intérieur aussi de nous-mêmes des frictions. Et donc, c'est difficile derrière d'avoir potentiellement un accompagnement qui soit le plus juste possible pour les collaborateurs. Ouais. Non, tout ça est réel. Mais si tu veux, dans tous les métiers, on applique parfois des décisions avec lesquelles on n'est pas forcément aligné.
Bon, là, c'est un peu plus dur parce que comme on l'applique sur, encore une fois, de l'humain, on a aussi on est humain, donc on se projette. Voilà, donc il y a ça qui vient quand même rajouter une couche pour les RH, peut-être de frustration par rapport à d'autres fonctions où on pourrait appliquer des choses avec lesquelles on n'est pas toujours aligné. Bon, là, ça concerne des gens, donc forcément, ça peut nous toucher un peu plus, quoi. Ouais, et donc ça va englober donc Ouais. l'expérience collaborateur, parce que c'est en effet quand ça va bien et aussi quand ça va mal. Et on doit aussi, tu vas en rediscuter tout à l'heure, avoir une expérience collaborateur aussi quand les choses vont un peu moins bien. Donc toi, aujourd'hui, comment tu définis l'expérience collaborateur dans une entreprise? Donc tu nous as dit que tu as fait du recrutement, donc il y a le avant, pendant et l'après. Dis-nous en plus. Ouais, bah écoute, on parlait des on-dit, de ce que les gens peuvent penser de la RH. L'expérience collaborateur, c'est de la perception et de l'émotion. Donc ça, tu es obligé de le prendre en compte, selon moi. Quand tu fais de l'expérience collaborateur, tu dois écouter même ceux qui sont pas contents de toi. Même c'est presque les premiers que tu dois écouter. Donc l'expérience collaborateur, c'est les perceptions et les émotions des collaborateurs tout au long de leur parcours. C'est comme ça que je l'avais défini dans mon premier livre sur l'expérience collaborateur, c'est 2018, c'était le premier livre en France sur le sujet. Et effectivement, j'avais, moi, calqué le parcours de l'expérience client avec le avant, pendant, après. Là, c'était dans mon livre il y a quelques années maintenant. Donc oui, tu as ces perceptions et ces émotions, elles doivent être prises en compte tout au long du parcours du collaborateur, donc avant qu'il intègre l'entreprise jusqu'à son départ. C'est ça que j'appelais le après. Ouais. Et évidemment, le pendant, donc toutes les relations que le collaborateur va avoir avec son management, ses collègues, les autres directions, comment est-ce qu'il est aligné avec les valeurs de l'entreprise, tous les dispositifs qu'on peut mettre en place managériaux, RH, qui l'adressent en tant que sujet. Donc voilà, l'expérience collaborateur, là où c'est difficile, c'est que c'est vraiment l'entièreté, la somme de toutes les perceptions et toutes les émotions du collaborateur. Donc parfois, t'es RH, t'es un peu frustré parce que tu mets en place des super dispositifs qui, à un instant T, génèrent des perceptions et des émotions positives, mais si à côté, tous les autres moments du parcours sont pas, eux, positifs pour le collaborateur, et bah, au final, il va peut-être avoir un ressenti global qui est mitigé, et ça frustre parfois les RH, qui, eux, s'escriment à mettre en place des dispositifs au top, et qui, en fait, in fine, quand tu demandes la satisfaction des collaborateurs, elle est un peu mitigée. Donc ça peine beaucoup. Enfin, moi, je connais beaucoup de RH qui peuvent être un peu peinés de ça. Et en fait, là, la lacune, c'est que tu as peut-être pris en compte que certains moments clés du parcours, mais tu n'as pas pensé globalité, donc ce avant, pendant, après, qui vraiment doivent être en cohérence et alignés. Si tu cherches pas cet alignement, ça ne marchera pas. Donc là, pour toi, l'expérience collaborateur, c'est quoi? C'est une stratégie? C'est une méthode? Alors, pour moi, l'expérience collaborateur, elle doit s'incarner de process et de dispositifs. Donc, effectivement. C'est une méthodologie, en fait. Ouais, c'est une méthodologie. Tu peux calquer toute ta politique RH en te demandant comment est-ce que celle-ci répond à l'expérience collaborateur. Donc, tu vois, ça peut être un miroir de tout ce que fait, de toute ton offre RH. Donc, genre, aussi. tu vas avoir ta roadmap et à côté, tu vas avoir potentiellement une autre brique, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que les salariés avant, pendant, après ont une bonne image de l'entreprise. Ouais. Pas forcément à côté, je pense qu'il faut la mapper. C'est-à-dire qu'il faut que dans ta roadmap, sur chacun de tes projets, chacune de tes actions, tu te demandes comment est-ce que ça vient alimenter l'expérience collaborateur de mes salariés. Comment est-ce que ça vient ajouter de la perception positive. Ou au moins que tu cherches aussi dans ta roadmap, est-ce que là, dans ma roadmap, dans mes projets, il y a à un moment donné des points de friction, c'est-à-dire des choses que je vais mettre en place qui vont forcément peut-être provoquer de l'irritant. Et si c'est le cas, bah là, tu vas aller travailler pour essayer de minimiser au maximum ces points d'irritant. Mais donc, l'expérience collaborateur, c'est effectivement ta roadmap, penser dans l'angle. Il faut que ce soit... Tu es dans les chaussures du collaborateur. Tu raisonnes pas process RH... brut, abrupt. Voilà. Tu penses valeur ajoutée pour le collaborateur et comment ça vient alimenter des perceptions positives pour lui. Parce que la conséquence de l'expérience collaborateur, c'est quoi? C'est que le salarié ait une bonne image de l'entreprise. C'est ça l'objectif de l'expérience collaborateur? Dis-nous. Alors, pour moi, l'objectif de l'expérience collaborateur, c'est l'expérience client. C'est-à-dire que pour servir et délivrer une expérience client au top, il faut que le collaborateur lui-même vive une bonne expérience en interne. Donc, la finalité finale, c'est l'expérience client. Celle que doit rechercher la RH, parce que la RH, elle n'est pas dans le business, donc elle n'a pas la vue forcément, la perception, elle n'a pas d'action sur l'expérience client. C'est le bien-être du collaborateur et c'est que ses perceptions soient positives, sa satisfaction, qui passe par l'image. Plus il a une image positive de là où il travaille, plus ça vient alimenter de la fierté. Plus les promoteurs, et plus il en est fier. Et la fierté, c'est une perception
positive. Donc, Ok. ça vient forcément alimenter son expérience collaborateur de façon positive. Mais il n'y a pas que l'image, il y a est-ce qu'il trouve du sens dans ce qu'il fait, est-ce que il prend du plaisir. Le plaisir, c'est pas un mot dont on parle beaucoup en entreprise et je trouve ça assez dommage. C'est dommage, ouais. Bah ouais, est-ce qu'il prend du plaisir à être Mm. là? Est-ce qu'il prend du plaisir à travailler avec ses collègues? Est-ce qu'il kiffe le projet sur lequel il est en train de travailler? Ça, c'est des vraies questions qu'on se pose pas forcément en entreprise et qu'on devrait plus se poser parce que le plaisir, à nouveau, c'est une perception positive et donc forcément, ça alimente l'expérience collaborateur. Ouais, moi je dis toujours aussi que tu vois, l'entreprise, c'est un peu quand même le chef-d'œuvre d'un fondateur ou d'une fondatrice ou voilà, d'un produit X ou Y. Et quand tu arrives en entreprise, tu vois, c'est froid. Ouais. Tu es dans les bureaux, Ouais. c'est gris, tu vois, alors que ça devrait être tellement coloré et comme tu dis, positif. On passe 7 à 9 heures par jour au travail et ça reste quand même, encore aujourd'hui, le monde du travail, c'est Ouais. assez froid, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et donc l'expérience collaborateur, c'est ça, c'est un peu mettre un peu de couleur, Ouais. de bien-être dans le quotidien en fait des salariés. Et donc si on reprenait un peu les étapes Ouais. de l'expérience collaborateur, parce que j'aime bien, parce que c'est une méthodologie, tu nous le Ouais. dis, donc il y a le avant, le pendant et le après. Donc rapidement, et donc il y a ton livre aussi qui est donc une référence sur le sujet. Donc aussi, je recommande à toutes les personnes qui veulent aussi encore s'informer sur et creuser le sujet de l'expérience collaborateur de lire ton livre. Mais là, rapidement, donc le Ouais. avant pour toi, c'est quoi alors? Dans le avant, communément, on parle d'expérience candidat beaucoup. Ouais. Et il y a des gens qui partagent, enfin, qui mettent d'un côté expérience candidat, de l'autre l'expérience collaborateur. Moi, je dis l'expérience candidat, c'est une expérience collaborateur. Si tu veux pas être déceptif et faire vivre une expérience candidat au top, d'accord, et ensuite il arrive dans l'entreprise et ça n'a rien à voir. C'est Instagram, réalité. Exactement. Ouais, Versus Instagram versus réalité. réalité, voilà. C'est exactement ça. Donc là, t'as loupé ton truc, tu prends un gros risque, ils partent, voilà, qu'ils partent même en ayant l'impression qu'on les baladait, ça c'est pire. Ouais. Voilà. Donc en fait, pour éviter ça, il faut vraiment comprendre que l'expérience candidat, ça doit être une pré-expérience collaborateur. Donc, ce que tu vas faire vivre à ton candidat, il faut vraiment que ce soit aligné. Donc, ça, c'est dans la phase avant. Et donc là, tu as le dispositif recrutement, le site carrière, là, tous les dispositifs de marque employeur. C'est pour ça que moi, je fais de la marque employeur un des dispositifs de l'expérience collaborateur, du coup. Ouais. Voilà. Tu as l'onboarding. L'onboarding, c'est à cheval entre l'avant et le pendant. Ouais. Du coup, c'est compliqué l'onboarding parce que tu t'adresses à quelqu'un qui n'est plus candidat, mais il est recruté, mais tu peux pas encore l'adresser comme un collaborateur parce qu'il n'est pas dans tes murs. Donc voilà, Donc le avant, c'est avoir un site carrière qui soit fluide, genre il faut pas 9 clics pour postuler, c'est ça? Donc avoir des choses qui soient vraiment pensées dans la facilité, en tout cas de l'expérience candidat, c'est d'être en raccord avec les avantages qu'on offre et les avantages promis en entreprise, et aussi, donc j'imagine, la mission du poste, le manager, l'ambiance. Finalement, on arrive, comme tu disais, à l'onboarding, le manager nous attend pas, on n'a pas d'ordinateur de prêt, c'est là où tu as un rapport très déceptif en disant ok, super, ok. Ouais. C'est ça le avant. C'est ça le avant. Okay. Moi, c'est pas forcément notre propos aujourd'hui, mais je pense que l'avant, il peut même commencer bien en amont, c'est-à-dire comment tu crées ce que moi j'appelle une préférence de marque dans la tête des candidats pour qu'ils te choisissent, qu'ils choisissent de postuler chez toi. L'employeur top of mind. Exactement. Parce que quand un candidat il vient sur ton site carrière, c'est-à-dire déjà il te connaît, il a entendu parler de toi et il vient postuler. Donc comment tu déclenches il vient sur ton site carrière. Donc ça, c'est des stratégies marketing en fait. C'est complètement des stratégies. Alors, on a parlé de mes études de psycho, mais ensuite, pendant mes 20 ans d'expérience, j'ai refait des études et j'ai fait un MBA en marketing. Et c'est de là que sont venues toutes mes réflexions sur l'expérience collaborateur. Je parle de ça, c'était il y a 10 ans. Bref, donc oui, c'est exactement ça. C'est complètement du market et c'est hyper gagnant pour la RH parce que forcément, du coup, tu as des candidats qui arrivent chez toi et qui postulent et qui sont déjà presque acquis à ta marque ou à ton entreprise. Ils ont envie de venir, quoi. Donc bref. Mais voilà, tu l'as bien résumé. Sinon, le avant, c'est ça. Le pendant, c'est tous les dispositifs managériaux et RH que tu vas mettre en place, de type les promotions, la formation, l'entretien annuel, mais aussi des valeurs, comment est-ce que ça s'incarne, comment est-ce que les collaborateurs fonctionnent entre eux. Tu vois, est-ce que toi, quand tu dois t'adresser à Michel, qui est dans l'équipe d'à côté, tu peux aller... déjà, tu sais qui est Michel. Parce que ça, tu as des boîtes, c'est tellement opaque que tu sais pas qui est Michel. Tu sais qu'il a bossé sur un projet
projet assez équivalent comme le tien et qui va pouvoir t'aider, est-ce que tu peux aller t'adresser à lui? Ou est-ce que tu dois demander à ton manager, qui va demander à son directeur, qui va demander au directeur d'équipe d'à côté, qui redescend au manager, qui redescend à Michel. Bon, bah, tu vois, ça, là, c'est un point de friction pour le collaborateur. Alors que lui, il a juste besoin de parler à Michel, quoi. De savoir qui est Michel Voilà. et comment lui parler. Donc ça, tu vois, l'expérience collaborateur, c'est pas que du waouh, c'est pas que du bien-être. Parfois, c'est vraiment aussi dans la façon même dont tu designes ton organisation. Dont ton travail, finalement. Ouais, exactement. Ok. Et après, tu as même tous les outils, si on rentre dans comment tu travailles. Tu parlais du gris, etc. Donc, effectivement, déjà, les bureaux, est-ce que tu donnes envie de venir avec le télétravail, aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus besoin de venir au bureau, juste poser leur PC et se connecter. Ils peuvent poser leur PC sur leur table et se connecter chez eux. Ouais. Donc, tu vois, ils viennent chercher autre chose au bureau. Une ambiance, une expérience. C'est ça, une expérience, Voilà, donc tu as ça. Et puis, tous les outils de travail également. Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'on me donne les moyens, tu vois, des logiciels adaptés, du matériel adapté, mais pas que. On prend souvent l'exemple de la note de frais parce qu'elle reste souvent un point de friction dans les entreprises. Voilà, c'est vraiment le truc un peu bête. Mais moi, j'ai déjà parlé avec des salariés, des cadres, qui me disaient, mais moi, des fois, quand j'ai une petite note de frais, plutôt que de la faire rentrer dans le workflow, ça va me demander, bah, tant pis, quoi, je la passe pas. Tu vois, quand c'est vraiment des petits montants, on en est là, quoi. C'est un peu bête. Ouais. Donc, c'est aussi ça, l'expérience collaborateur. Donc là, on est plutôt dans la phase pendant. Comment tu donnes du sens au travail, comment tu fais générer tu parlais d'image tout à l'heure, l'image que tu donnes de l'entreprise pour générer de la fierté, du sentiment d'appartenance. Et après, tu as le après. Et là, c'est la sortie de l'entreprise, c'est l'offboarding. Souvent est négligé. Qui souvent est très négligé. Alors, je suis hyper contente qu'on parle beaucoup d'offboarding aujourd'hui. Voilà. Moi, quand j'ai commencé à en parler quelques années, il y avait un vrai travail de pédagogie à faire parce qu'on me répondait, mais pourquoi tu parles d'offboarding? Il est parti, le collaborateur. Enfin, moi, si je dois mettre mes efforts et mes ressources, je veux les mettre sur les gens qui rentrent ou qui sont là, tu vois. Ça s'entendait en plus comme frein. Et moi, j'expliquais, mais le gars qui est parti, il continue de pouvoir parler de ton entreprise. Il continue de pouvoir être prescripteur ou pas, et forcément, tu reviens à la phase avant, tu vois, de la marque employeur dont on parlait tout à l'heure. Donc, en fait, ça fait une espèce de boucle comme ça. Et engendre la réputation de l'entreprise. Ouais, ça peut devenir un détracteur. Ouais. Tu vois, moi, je me souviens, une fois, je suis partie d'une entreprise et le fondateur m'a fait la gueule. Parce qu'il ne supportait pas que je sois partie. Ouais. Et en fait, la conséquence, il la connaissait, en fait. C'est qu'on n'avait pas répondu à une de mes demandes. Et donc, il n'y a pas de surprise. Ouais. Et au lieu de me faire la gueule pendant des mois, et après que moi, j'ai une mauvaise image d'entreprise, j'aimais bien la mentalité anglo-saxonne qui est toujours de dire, bah, écoute, ma porte est toujours ouverte, en fait. Ouais. Et ça, j'adore, parce qu'en fait, c'est ça. On peut essayer 2-3 ans une autre boîte et se dire, finalement, j'ai envie de revenir dans mon ancienne boîte et comme tout s'est bien passé, j'ai pas peur de retoquer à la porte. Ouais. Et je trouve ça dommage en fait qu'en France, il y a toujours ce côté un peu je te fais la gueule, je suis pas content, tu pars, pars quoi. Le champ lexical du départ de l'offboarding, c'est un champ lexical bizarre quand tu réfléchis. On parle de rupture, tu vois, de divorce. C'est très émotionnel en France. Il y a trop. Il faut dépassionner ce moment. Ouais. Effectivement, les managers peuvent avoir le peur d'être mal jugés par même leur hiérarchie ou par des collègues, par des pairs managers, qui peuvent se dire, tiens, il y a quelqu'un qui est parti dans son équipe, pourquoi? Peut-être que... Donc, tu vois, si on arrivait à démystifier tout ça, je pense que même le manager le vivrait mieux. Parce que parfois, lui, effectivement, tu vois, peut-être il l'a vraiment très mal vécu, lui aussi, ton boss. Tu vois. Ouais, il l'a mal vécu, mais il n'y avait pas de surprise. Oui. Mais le fait, en fait, que potentiellement, je lui dise non, sachant qu'il m'avait promu, etc., mais qu'il y avait un problème structurel dans l'organisation, et moi, je ne pouvais plus, en fait, admettre ça. Voilà, il n'y a pas de surprise. Donc, lui, il a mal pris parce que, de son côté, il pensait avoir tout fait parce qu'il m'avait promu, mais moi, en fait, non. Ouais. Mais au lieu de se dire, OK, fair enough, on se revoit peut-être plus tard, tu vois. Mais c'est vrai qu'en France, c'est très, très émotionnel et que les anglo-saxons sont très détachés sur ces côtés-là, côté-là, il y a... On entend aussi, tu vois, t'as promu. On a souvent les managers qui peuvent dire des choses du style, mais on t'a formé, on t'a accompagné là où t'es, c'est grâce à nous. Mais en fait, il y a un côté où il n'y a pas de réciprocité dans ce discours. C'est ça. C'est-à-dire que toi aussi, tu t'étais investi dans la boîte. T'as contribué au projet d'entreprise donc, pendant un certain temps. Donc, il t'a pas juste promu pour te faire plaisir.
Tu as promu parce que tu apportais une valeur à l'entreprise. Ouais. Donc il y a un côté, ça manque un peu de réciprocité, donc ça peut être vu comme de l'injustice d'un côté et de l'autre. Franchement, si on dépassionnait ce débat, C'est si clair. on arrivait effectivement à faire une offre, comme tu dis, ma porte est ouverte, on a les salariés boomerang qui reviennent dans Et c'est l'entreprise, génial. et ils reviennent avec une autre expérience, ils ont ouvert leur C'est chakra. gagnant. Bah, bien sûr. Ouais. Donc voilà, donc l'offboarding, mais tu le démontres par ton expérience. Tu as peut-être eu une super expérience collaborateur pendant les années où tu as été dans ce job. Et ce qui te reste aujourd'hui, presque, c'est ça. Et en tout cas, ça a marqué ton expérience chez eux et c'est tellement dommage. Et tu en vois plein d'anecdotes de personnes en fait qui ont, notamment sur LinkedIn, qui disent bah, j'ai donné 6 ans de ma vie à cette boîte et j'ai même pas eu de pot de départ. Et en fait, c'est ça aussi, c'est de pouvoir organiser la fin de l'onboarding, les outils, le pot de départ, le merci pour ton travail que tu as, que l'on a fait ensemble. Et ceux qui ont tout compris à l'expérience collaborateur, tu vois, ils font ça et ils continuent après. Ouais, mais Enfin, ça, c'est génial. Tu vois, les alumni, bien sûr, ouais, on pourrait même imaginer. Moi, quand je faisais du conseil, j'avais monté ça dans une boîte. Tu pourrais dire, écoute, quand tu as un collaborateur qui part, il a bossé pendant 2 ans sur un projet. Il part avant le lancement du projet. Invite-le quand le projet est lancé. C'est clair. Il vient parce qu'il a contribué au projet. Ce gars, il va en parler du coup du projet. Il va parler de ta boîte. Il va peut-être même me faire un post pour promouvoir le truc. Donc, ouais, il y a le moment où il part, mais tu peux même continuer ensuite la relation après qu'il soit parti. Et là, tu as tout compris à l'expérience collaborateur, en fait. Et toi, aujourd'hui, tu penses que l'expérience collaborateur, c'est qui, aujourd'hui, dans l'équipe RH qui doit porter C'est tout le monde. Et quand, parfois, c'est tout le monde, tu n'as pas forcément de leader représenté. Alors déjà, ta question, tu me dis, c'est qui dans l'équipe RH la question qu'on me pose le plus souvent, c'est qui dans l'entreprise. Parce que tu as des DRH et tu as des RH qui disent, c'est pas moi. Ça doit être le DG ou le marketing ou le manager. Ou l'IT. Tu vois, parce que comme il y a beaucoup comme le digital et l'outil permet vraiment de fluidifier l'expérience collaborateur, on peut même se demander, est-ce que c'est pas la DSI qui doit leader le truc? Alors pour toi, c'est qui Pour moi, c'est le DRH qui doit être pilote. Oh, c'est le DRH, c'est le pilote de l'expérience. Après, il a des contributeurs. La com, l'IT, la workplace sur l'aménagement des bureaux, lui, il fait le marketing. En fait. Voilà. Donc lui, c'est comme un macro chef de projet qui a des contributeurs. Ok. Et ensuite, au sein de la RH, tu as des boîtes qui ont créé le poste, expérience collaborateur. Là, depuis ces dernières années, on le voit. Ça se passe plutôt au dev RH, sinon, selon moi. Parce que le DVRH, il a cette vision macro du recrutement, de la formation, des process managériaux. Mais si tu es dans un très grand groupe ou dans une grosse équipe RH, je pense qu'il faut que tu aies une personne qui soit dédiée qui ait cette vision d'ensemble de l'expérience collaborateur et qui donc soit dédiée à la fonction. Qui est un garant ou une garante. Ouais. Mais en tout cas, dans l'entreprise au global, ça doit rester à la RH selon moi. Mais le débat, il est ouvert dans beaucoup de boîtes. Tu as beaucoup de boîtes qui ne savent pas où le mettre. Bah oui, c'est ça. C'est qui le porte. Parce que c'est une mission supplémentaire dans le bagage d'une personne. Hyper transversale. Est-ce que toi, c'est un métier à part entière alors? Alors moi, pour te dire, j'avais quitté, quand j'ai fait mon MBA en marketing, j'ai quitté la boîte dans laquelle j'étais. Et parce que on était très très tôt dans l'histoire de l'expérience collaborateur, on n'en parlait pas, et il n'y avait pas de poste. Et donc je me suis dit, puisqu'il n'y en a pas, je vais créer mon poste. Et donc c'est comme ça que j'ai monté ma structure de conseil en expérience collaborateur. Parce que je trouvais pas de poste. Et donc je les ai vus, les postes se créer après. Donc maintenant il y a des postes. Maintenant il y a des postes. Après j'en ai eu un du coup. Après j'ai arrêté d'être indépendante quand les postes ont commencé à se créer. Et je suis retournée dans un groupe pour être à l'expérience collaborateur. Donc oui, il y a des postes qui se créent. Et je pense que c'est une bonne chose, ces postes qui se créent sur ce sujet. Sinon, on va être trop en silo, tu vois, tu vas avoir le recrutement ou le talent qui va gérer l'expérience candidat, tu vas avoir la formation qui va gérer son couloir de nage learning, tu vois, alors que l'expérience collaborateur, il faut vraiment penser transverse et globalité. Ça, c'est matriciel en fait. Ok. Bah, super. Et donc, quel conseil, toi, tu aurais à donner pour une DRH ou une RH qui veut se lancer dans l'expérience collaborateur? Par où on doit commencer? Alors, parce que c'est tellement vaste comme sujet. C'est pour répondre à cette question que j'avais écrit le premier livre, parce qu'on me posait tout le temps cette question. Qu'est-ce qui est le plus important, par où je dois commencer? C'est pour ça qu'on avait monté une méthode dans le livre. Écoute, moi je pense que tu dois commencer par cartographier ce qui se fait chez toi. Parce que, en réalité, l'expérience collaborateur, ces dernières années, il y a aussi peut-être un peu de fantasme autour de ça.
maintenant. C'est-à-dire? C'est-à-dire tu vois, on en fait quelque chose à part entière, alors que tu vois, dans tous les dispositifs que je t'ai cités, qui font partie de l'expérience C'est du collaborateur, quotidien, finalement, il y a ouais. des choses que tu fais déjà. Oui. Peut-être tu l'appelles pas expérience collaborateur, mais en réalité, tu en fais. Des choses, donc, rappelons ce que c'est. C'est des dispositifs qui vont directement impacter le collaborateur et qui peuvent générer des perceptions, des émotions négatives ou positives. Dès lors que tu as des dispositifs comme ça, et donc c'est beaucoup en RH, tu fais de l'expérience collaborateur. Peut-être tu l'appelles pas comme ça, peut-être c'est dispersé dans la RH, t'en fais. Donc commence par cartographier. Dis-toi, ok, quels sont les dispositifs. Prends avant, pendant, après. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, je trouve que c'est bien Ouais, ça. c'est bien. Ouais, Nous, ouais. alors dans le bouquin, on avait fait 5 dimensions. Tu peux prendre par dimension aussi. Il y a d'autres auteurs qui ont fait genre 3 dimensions. Tu peux, bon, il y a plusieurs façons de le faire. Mais déjà, pose à plat, cartographie. Ça peut aussi t'aider à convaincre un peu ta hiérarchie, qui peut-être l'expérience collaborateur, c'est encore un truc fumeux de consultant. Enfin, ça, je l'ai beaucoup entendu. Donc, tu peux démontrer et dire, bah, regardez, on en fait. Après, il faut que tu ailles essayer de comprendre où est-ce que ça se passe bien ou pas bien, tu vois, dans cette cartographie. Est-ce qu'il y a des dispositifs, je parlais d'irritants tout à l'heure, ou peut-être au lieu de générer d'émotions positives, ils génèrent du négatif parce que il y a des points de friction, c'est pas fluide, etc. Et pour ça, il faut que tu ailles interroger tes collaborateurs. Donc la deuxième étape, va questionner tes collaborateurs pour comprendre ce qu'ils vivent. Demande-leur sur ce parcours, je sais pas, tu vois, les candidats à la fin, alors ça de plus en plus on le fait maintenant, à la fin du recrutement, de leur demander d'évaluer tout le parcours recrutement pour aller essayer de comprendre où est-ce que peut-être c'est moins fluide. Mais on le fait pour le recrutement parce qu'on cherche aujourd'hui à attirer et que c'est important. Mais on le fait beaucoup moins après, tu vois, dans le parcours du collaborateur. Donc on pourrait, je sais pas, demain il a une promotion, aller l'interroger sur comment ça s'est passé. Il fait une formation, aller l'interroger, pas sur sa formation, mais sur la façon dont est-ce qu'il a trouvé l'information rapidement. Est-ce que sa demande de formation, il a eu l'impression qu'elle a été adressée correctement? Tu vois, des trucs vraiment de fond. Et donc, parce que là, tu vas identifier les points de friction et tu pourras travailler. Donc, première chose, cartographie, ce qui existe déjà. Deuxième chose, va questionner tes collaborateurs pour voir ce que tu pourrais améliorer dans ce qui existe déjà. Et après, rajoute des trucs. Mais déjà, améliore. Parce que faire des trucs en plus, même des trucs super, des effets waouh, mais t'as pas touché à la base qui est peut-être un peu pourri, ça va faire ça marche pas. boomerang. Ouais. Et puis tu vois, ok. J'ai aussi découvert dans ton site que tu as fait de l'impro dans tes multitudes casquettes, et notamment tu as fait une formation de clown de théâtre. Tout à fait. Ouais, donc c'est assez intéressant. Avec un nez et tout, hein. Ok. Mais je le mettrai pas, mais... Comment ça a changé ton quotidien de RH? Comment cette expérience d'impro de clown, c'est quoi? C'est un lâcher-prise, ça permet de prendre de la distance. Moi, j'ai fait de l'impro parce que donc, je faisais beaucoup de conférences. Ok. Et que j'avais envie, de façon très technique, tu vois, d'occuper la scène mieux, d'avoir une présence sur scène plus ancrée. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai fait de l'impro. Et puis je préférais au théâtre. Et puis après, j'ai fait du clown de théâtre. Là, c'était plus sur cette idée effectivement de lâcher prise. Ok. Parce que toi, avant, tu avais plutôt tu disais une posture plus rigide de toi, ou c'était pour un peu... Non. Alors même si quand on est RH, peut-être moins maintenant, mais peut-être on s'oblige parfois à avoir une posture un peu en distance des collaborateurs, aussi parfois pour se protéger. Mais non, ça, c'était... Moi, j'ai toujours été un relationnel assez fluide avec les gens, très direct. Non, c'était pas ça. C'était vraiment, j'avais envie d'être plus performante dans mon taf à ce moment-là de conférencière. Par contre, effectivement, ça m'apporte des choses dans mon quotidien. Qui est cette prise de recul, un peu, tout à fait ce lâcher prise, c'est-à-dire, alors après, je fais beaucoup de blagues, par exemple, je sais désamorcer assez rapidement une situation, et ça, je pense que c'est ça qui m'a permis. Je suis très peu déstabilisée par une situation, ça, je pense que c'est l'impro. Ok. Parce que tu sais, quand tu es en impro, il y a une règle, c'est tu dois jamais refuser le jeu. Donc, quand tu es en impro avec quelqu'un, comme par définition, c'est de l'impro, donc tu sais pas ce que va faire l'autre ou les autres. Et en fait, vraiment, la règle de base, tous ceux qui m'écoutent, qui font de l'impro le savent, tu dois pas refuser le jeu. Donc, si l'autre t'apporte une proposition de jeu, tu dois la prendre, même si c'est pas du tout celle vers laquelle tu voulais aller ou celle à laquelle tu t'attendais. Ok. Donc, il y a un côté comme ça d'adaptation hyper rapide tout de suite à ce qui est à ton environnement et à ce que l'autre est en train de te proposer. Donc, tu dois sentir l'autre, être vraiment en empathie, etc. Et ça, clairement, ça m'a beaucoup apporté au quotidien. Enfin, je conseille, peut-être pas d'aller jusqu'au clown de théâtre, mais au moins l'impro. C'est un exercice incroyable pour les RH. Pour les RH, pour gagner en authenticité, tu dirais? Ouais, authenticité, aplomb. Aplomb, d'accord,
et puis pas se déstabiliser. Tu peux parfois être déstabilisé même par des salariés ou même des managers. Et il y a ce côté où bah, tu sais prendre la balle au bon de l'autre Mm. plus facilement sans te laisser déstabiliser. Mm. Enfin, après, c'est vraiment... J'en ai fait quelques années, hein, donc... J'en fais plus dernièrement parce que j'ai plus le temps et c'est dommage. Mais voilà, après, ce que je dis là peut paraître un peu abstrait si tu rentres pas dedans. Donc, tous ceux qui sont un peu curieux de ce que je suis en train de dire et qui veulent vraiment trouver qui voudraient chercher et trouver ce truc de je me sens moins déstabilisé, j'ai plus d'aplomb et dans ma tête, vraiment, je suis mieux, même si je suis déstabilisée. C'est J'ai pas travailler sa peur. posture, son Ouais, influence. Ok. ouais. Mm. Bah, vraiment qu'ils le tentent. Ok. Ça fait peur l'impro, mais en fait, c'est Ok. très très sympa. En tout cas, moi, ça me donne envie. Donc, et on en aura potentiellement aussi au Festival Ok. RH. Ouais, donc je pense que c'est important, en effet, sur la partie lâcher prise, Ouais. relâcher la pression et de remettre un petit peu du Et être sens. préparé. Alors, pardon, Ouais. t'allais changer de truc, mais juste pour préciser, Ouais. être préparé. C'est-à-dire que comme en impro, bah, tu t'obliges à être dans des situations qui te mettent en danger, parce que tu sais pas ce qui va se passer après. Enfin, tu es en danger, qui te sortent de ta zone de confort. Bah, en fait, après, t'as presque plus confiance en toi quand tu es dans la vraie vie, parce que tu as eu cet entraînement. Enfin, tu sais que bah, tu sais rebondir, en fait. Toi, Mm. tu prends plus confiance dans ta capacité à rebondir. Enfin, c'est vraiment un exercice... Ouais, pour les et ouais, en face de collaborateurs ouais, ou de manager, collègues, ouais, c'est pour toi, c'est un plus en tout cas ouais. pour ça t'a aidé en tout cas dans ton Ouais, quotidien. ouais, Ouais. ouais. Trop bien. Euh, donc tu l'as dit tout à l'heure, tu as aussi fait donc des études en marketing. Ouais. C'est quoi ton avis sur cette question? Est-ce que les RH, c'est un peu de marketing? Est-ce Ouais. qu'il faut intégrer un peu de marketing dans les RH? C'est quoi ton avis là-dessus? Bah, moi, je suis 100% convaincue que oui, puisque c'est ce que je suis allée chercher. Quand Ouais. je suis allée faire une formation marketing, il n'y avait pas de marketing en RH. Enfin, il n'y en avait pas dans les formations. Donc, j'ai vraiment fait une formation en marketing avec des marketeurs autour de moi, tu vois. Bon. Aujourd'hui, c'est plus simple en fait parce que on parle beaucoup de marketing RH et c'est plus simple d'aller chercher ça dans des formations. Donc vraiment, je conseille aux RH de le faire parce que l'expérience collaborateur et aujourd'hui, je pense que la façon dont tu dois répondre aux collaborateurs, tu dois comprendre quelles sont leurs attentes. Et le marketing, ça, c'est le faire mais très bien depuis toujours. Avec notamment les notions du persona, c'est ça, de Voilà, comprendre. persona, les focus group, Ouais. de comprendre. Enfin, je pense que la matière. Moi, quand j'étais en psycho, j'avais failli faire du marketing, j'avais failli me réorienter. Ça m'a toujours intéressé le marketing. Et je pense vraiment que c'est une matière. Tu vois, la finalité du marketing, c'est de vendre. Donc ça, les RH, ils aiment pas trop, c'est sale. Bon, tu vois. Mais pour vendre, il y a toute une méthode de compréhension de l'autre et de sa cible qui en fait est hyper humaine. C'est ça C'est de revient. la psycho. Voilà, Mais ouais, c'est pour ça que je te dis, j'ai failli en Oui. faire parce que il y avait des formations à mon époque où on mixait les deux, psycho et market. Donc c'est comprendre l'autre, comprendre ses ses attentes, comportements, voilà. ses attentes. Ses motivations, de quoi il a envie, comment il s'adapte du coup, comment est-ce qu'il s'adapte. Après, tu vois, le marketing va jusqu'à comportement d'achat. Bah, encore une fois, ils ont une finalité de vendre. Mais la RH, je pense qu'elle devrait, elle doit, enfin, c'est vraiment ma conviction forte, s'inspirer de ça pour comprendre son collaborateur. Nous, on le connaît sous un angle administratif, tu vois, on connaît son contrat, son ancienneté, tu vois. Là. C'est clair. Mais est-ce que tu sais ce qui vraiment le motive le matin, ce qui met la boule au ventre peut-être aux collaborateurs quand ils viennent dans ta boîte parce que tu es dans une réorg, parce que je sais pas, qu'est-ce qui les agace, tu vois, tous les matins quand ils se connectent, ils savent que, je sais pas, 5 minutes, on va me demander 15 mots de passe pour aller juste renseigner, pointer, de faire son virtuel sur le... Bon, bah ça, tu vois, tout ça, tu le sais pas. Forcément, quand t'es RH. Le manager, il sait, parce qu'il est à côté. Enfin, le manager de proximité, il sait. Donc, le manager de proximité, c'est un excellent, voire le meilleur outil, entre guillemets, de l'expérience collaborateur. C'est celui qui sait le mieux ce que sont en train de vivre ses collaborateurs. Donc, il faut vraiment l'utiliser, lui donner de l'autonomie et de la marge sur l'expérience collaborateur. Mais sinon, toi, en tant que RH, tu sais pas. Donc, c'est pour ça que je pense que il faut aller s'inspirer de ce que fait le marketing pour mieux comprendre, mieux anticiper, mieux cibler ce qu'attendent les collaborateurs. Et donc voilà, après il y a plein de personas, effectivement. Il y a plein de la customer journée, c'était ma thèse à l'époque. La customer journée, tu peux faire une employee journée. Enfin. Oui, donc en fait, tu te réappropries les notions du marketing pour la RH, en fait. Donc, on ne va pas refaire ce qui a déjà en fait existé, autant utiliser les notions marketing dans l'expérience collaborateur et même pour
au-delà du recrutement Ouais, et autres. Et donc, dans le marketing, il y a les réseaux sociaux. ouais, Et on en a parlé en début de cet épisode, de l'image aussi ouais. RH et donc de cette volonté aussi que nous, on parle de notre quotidien et de ce qu'on fait vraiment. Toi, comment tu le vois alors, ce côté où les RH devraient, entre guillemets, investir les réseaux sociaux pour parler de leur quotidien aussi de RH? Ouais. Alors, les RH, ils doivent investir les réseaux sociaux déjà parce que c'est une vitrine de Ouais. l'entreprise. Donc, tu vois, une boîte dans laquelle personne ne parle, aucun Mm. RH ne prend la parole, je trouve que c'est un peu bizarre. Tu vois, Mm. si j'étais candidate aujourd'hui, je trouvais ça étonnant. Après, ils doivent Étonnant, pourquoi pour toi? prendre la parole. Bah, Manque de pourquoi? transparence, Ouais. manque de... Ouais, Ouais. tu peux pas. Ou alors, ou alors c'est la Banque de France ou je sais pas qui et ils s'affichent comme n'étant pas transparents, tu vois. Mm. Bon, pardon pour la Banque de France, c'est peut-être très transparent, mais c'est l'exemple qui m'est venu. Mais tu vois, si tu t'affiches comme une boîte, tu vois, ouverte, accueillante, transparente et que personne ne prend la Wow. parole Ok. parmi les RH notamment, c'est un peu bizarre. Mm. Donc, il y a ce premier point. Donc, et le second point, par contre, c'est que les RH, il faut quand même qu'ils fassent attention à la façon dont ils prennent la parole sur les réseaux. Parce qu'encore une fois, quoi qu'ils disent, là, pour le coup, le RH, on va le rapporter à sa boîte. Tout à fait. Donc Mm. là, il faut faire hyper gaffe. Parce que il peut y avoir des positions personnelles, Mm. si elles sont pas alignées avec ce que, dans un sens ou dans l'autre, hein, avec la boîte, tu vois, il y avait eu le scandale du slip français, avec Ouais. voilà. Mm. C'est un exemple, bon, c'est un exemple un peu poussé et caricatural pour le coup, mais enfin, il existe. Ouais, 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 ouais. Donc, tu vois, tu peux Tu dois poser un cadre. bah ouais, Ouais. tu peux percuter des efforts, des projets qui sont en train d'être mis en place par ta Mm. boîte, juste parce que tu communiques sur les réseaux sociaux, par ailleurs, sans avoir l'intention de le faire. Donc voilà, il faut faire un peu attention. Donc quand tu es RH, je pense qu'il faut prendre la parole. Et même salarié finalement, Ouais, parce que je me souviens aussi cette américaine, je sais pas si ça te parle, qui avait fait un tweet comme quoi elle allait en Afrique, dans les pays du Sud, elle était assez critique sur son voyage, et ça avait bad buzzé en fait ouais. pendant tout son trajet d'avion, et donc elle a atterri, Ah oui, elle a oui, je me reçu rappelle. sa lettre de licenciement, tu vois. Donc même aussi en tant que salarié, Ouais, malgré tout. Et ça, c'est une vraie question, je trouve, peut-être philosophique, je sais pas, mais on représente aussi quand même une entreprise. ouais. Ouais, mais complètement. Même si on est dans la sphère privée. Ouais, ouais. Non, mais Ça, toi, tu tout à as... fait. Ouais, Ouais, mais alors après, tu as différents réseaux quand même qui ouais. existent. Quand tu es sur LinkedIn, et c'est peut-être le problème, moi je fais partie des vieilles connes, pardon, qui disent LinkedIn, c'est pas Facebook. Tu vois. Mm. Mais pour cette raison-là. C'est-à-dire que sur LinkedIn, tu communiques plutôt des choses qui doivent être en relation avec ton pro. Enfin, en tout cas, je pense qu'on aurait dû rester là-dessus. Bah, ça aurait aidé les gens Mm. à, tu vois, elle, avec son voyage, et ce qu'elle a dit, peut-être elle l'aurait dit sur son Instagram privé ou sur son Facebook avec Mm. ses potes et son cercle privé. Donc, je pense qu'il y a je sais que c'est pas du tout la tendance et sans Non. doute pas le sens de l'histoire, mais je pense qu'on gagnerait à recloisonner un petit peu Mm. sur les réseaux. En tout cas, ça parle parce que du coup, là, tu peux être frustré en tant que salarié de dire, mince, je peux pas dire ce que je veux parce que l'image de ma boîte, etc. Alors que Mm. tu as envie de dire des trucs, bah, je sais pas, tu pourrais les dire si tu utilisais LinkedIn comme juste un. LinkedIn, à la base, c'était vraiment juste ta vitrine Mm. pro. Mais c'est quand même un réseau social. Ouais, on est d'accord. Ouais. Bah oui, mais C'est un ouais, bon non, mais débat, hein. Tu c'est vois, un gros débat, je suis c'est un d'accord. gros débat, tu Ouais, vois. ouais. Et tu disais philosophique, et Oui, c'est tout à fait le cas. Ouais, je suis tu d'accord. trouves... Ouais, moi, je Ah trouve ouais, que c'est assez philosophique parce qu'en effet, c'est où tu mets la limite entre ouais, le pro et le perso, sachant que les deux transvasent, tu ouais, vois. ouais, Et moi, je trouve ça quand même très positif qu'il y ait des RH qui prennent aussi leur combat personnel ouais, sur LinkedIn, parce que aussi ça fait aussi un effet miroir ouais. potentiellement aux valeurs, tu vois, de l'entreprise. Mais je peux comprendre les avis, mais moi, je trouve qu'il y a plus d'authenticité, je trouve, ça rapproche, je trouve, il y a plus d'émotions, donc ça rapproche les uns et les autres que sur du contenu qui reste trop corporate et Ouais, mais il y a parfois un juste qui manque. milieu peut-être à Ouais, trouver. ouais, il y a peut-être un juste milieu. Mais Ouais, t'as raison, c'est ouais, le côté comment je fais pour être authentique ouais, en ayant ce truc de c'est ça. attention, Ouais. les deux sont difficilement compatibles. C'est pour ça que je dis que la facilité, ce serait, bah tu coupes, mais c'est peut-être Mm, la facilité. mm. Mais après, tu as raison, porter des combats, porter des convictions personnelles, Des des opinions, opinions, ça peut aussi, par ailleurs, déjà être très attractif pour des candidats qui se diraient, ah bah tiens, elle peut exprimer tout à ça, fait. donc je peux dire, ouais, bon. Et puis en plus, ça peut servir la boîte, et puis même, ça peut En termes te de culture libérer, d'entreprise, ouais, tu ça fait vois. des rôles modèles. Ouais.
Et C'est on top. dit toujours que, tu vois, la radicalité aussi, ça te permet d'attirer les personnes, entre Ouais, guillemets, qui te te ressemble. ressemblent et de, Ouais, de faire fuir, entre guillemets, les ouais, personnes. Et donc, c'est vrai que d'avoir des opinions fortes ouais, aussi sur les réseaux sociaux et sur ouais, LinkedIn. Voilà. Mais moi, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut un cadre. ouais, C'est-à-dire que, par exemple, là, le bad buzz du slip français, qui était catastrophique pour l'image ouais, de complètement. l'entreprise, c'est sûr qu'il faut poser un cadre en se disant, ben voilà, nous, c'est un peu nos red flags en termes de Mm. communication, parce que ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, quand même, il y a des grands groupes qui interdisent leurs collaborateurs. Par exemple, moi, j'ai un ami de ne pas poster sur LinkedIn. C'est-à-dire que c'est la communication qui fait les posts, mais il n'y a rien d'authentique, il n'y a rien Ouais, d'incarné, ouais. tu vois. Et Par c'est ça, ailleurs, tu vois. c'est... Alors, je suis pas sûre que ça puisse tenir dans la durée d'interdire à tes collaborateurs. Moi, j'ai beaucoup formé des dirigeants, notamment Ouais. sur LinkedIn et sur ces questions-là. Et Mm. moi, je leur disais, enfin, c'est euh, écarter tout de suite Bah oui, mais ça existe encore, hein. l'idée de faire ça parce que Ouais. ça n'a aucun sens. Par ailleurs, il peut le faire avec un pseudo, peut le faire sur d'autres réseaux, peut le Ouais. faire. Bon, il trouve. S'il a envie d'être détracteur, il trouvera le moyen d'être détracteur. Ouais. Par contre, donne-lui envie de pas être détracteur, donne-lui envie d'être promoteur de ta boîte. Mm. Donc c'est ça en fait là-dessus sur quoi tu dois travailler. Et là où tu as raison, c'est effectivement par exemple toutes les démarches d'employé advocacy Ouais. sans cadre, Ça ne ça ne marche pas. fonctionne Ça ne pas. Et puis fonctionne pas. même Ouais. de très bonne foi, les gens peuvent se dire, tu vois, tu les mets mal à l'aise. Est-ce que je peux dire ça? Est-ce que je peux pas dire ça? Est-ce que je peux faire ça? Mm. Bah voilà, même détends-les en leur donnant Mm. un cadre. Mais c'est une question hyper. Mais je crois qu'on en parlera Au au festival, festival ouais, on va en RH. parler avec Caroline Mignot aussi, donc ça va être super, super intéressant. On est trop content en tout cas de t'avoir avec nous pour discuter en tout cas de ce sujet, en tout cas des réseaux sociaux. Et juste pour finir et pour clôturer là-dessus, tu vois, on accompagne donc avec le Temple RH beaucoup de DRH à prendre la parole. Nous, on conseille toujours d'en parler aussi avec leur manager, avec leur Ouais. CEO, mais il y a certaines aussi qui prennent la parole parce que aussi LinkedIn, c'est notre réseau social. Parce qu'en fait, sur LinkedIn, il y a la page entreprise Ouais. qui est liée à Ouais. la marque employeur et à ce que l'entreprise a envie de mettre en avant. Et il y a la marque personnelle où là, c'est son compte perso. Ouais. Et moi, franchement, moi, je prône vraiment la différence entre les Ouais, deux. mais c'est très compliqué. C'est C'est très compliqué. compliqué. Tu vois, moi, j'ai été dans un grand groupe Ouais. où avant d'arriver, j'avais déjà une forte communauté LinkedIn. Alors, Mm. maintenant, on parle d'influenceurs, etc. Bon, il y a quelques années où je postulais, enfin, je postais beaucoup, je m'étais fait une marque perso, j'avais Ouais. un podcast, bon. Ouais. Et Et puis donc, ton je suis entrée profil est dans génial. Ouais. mais je suis entrée dans un groupe où, moi, c'était ma condition au recrutement. Ouais. Je vais continuer ça. Et je vais continuer mes conférences et je vais continuer Mm. mes bouquins. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Ils m'ont dit oui. Ne mentionne pas trop parfois quand c'était. Tu vois, on m'a mis un cadre qu'on Mm. a défini ensemble. Quand c'est tes convictions perso et que tu défends. Ouais. Tu vois, par exemple, j'ai écrit un livre sur le droit à l'erreur. Mm. Bah, peut-être que ma boîte n'était pas complètement alignée. Alors, en l'occurrence, si, mais j'aurais pu être dans un groupe qui n'était pas aligné sur ce sujet-là. Bien sûr, Donc, ouais. comment t'en parles, tu vois? Parce que moi, en tant que RH, je Ouais. dis ouais, le droit à l'erreur. Et là, peut-être je donne envie à des candidats de rejoindre ma boîte, Mm. ou en fait, c'est pas du tout le cas. Donc, tu vois, il y a quand même un. Attention. Oui, il y a un alignement à trouver, mais mine de rien, et c'est un super débat, j'adore. Mine de rien, ton profil LinkedIn, c'est quand même le tien, tu Ouais, vois. ah ouais. Ouais. Non, mais complètement. Et c'est pour ça que c'est bien sur LinkedIn, tu as vraiment la différence entre les deux, Ouais, entre guillemets le côté plus corporate avec la page entreprise qui est vraiment dédiée ouais, à toute la communication entreprise et ton profil à toi, ouais. parce que tu changes d'entreprise. Bah, Ah bah, je suis complètement. tu gardes ton profil, Ouais, tu ouais. vois. Donc, mais c'est intéressant, on en reparlera en tout cas lors du festival RH. Merci Séverine en tout cas Merci d'avoir à été toi. avec nous pour parler expérience collaborateur et un peu des réseaux sociaux. N'hésitez pas donc à celles et ceux qui nous écoutent et nous regardent, de regarder tes autrices, donc plusieurs livres sur ce sujet-là. Merci encore et on se dit à très vite. À très vite, Maud. Merci. Merci.